Rebonjour. Euh, donc là, l'objectif, ça va être de commencer notre enquête, donc l'enquête sur les propositions singulières. Donc, je vais faire une vidéo courte. Le but, ça va être simplement de vous présenter le document de manière à ce que vous puissiez, par vous-même, essayer de répondre à ces questions. Et dans la vidéo suivante, que je posterai, je pense, mercredi prochain, je vous donnerai les réponses aux questions, mais je pense que vous les aurez trouvées par vous-même. Première enquête, c'est l'enquête logique sur les propositions singulières. Donc, le but, c'est de partir, de mener notre enquête de manière ordonnée. Et si on veut enquêter de manière ordonnée, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer par les cas les plus simples possibles, imaginables, pour aller vers des cas de plus en plus complexes. Les cas les plus simples sont tellement simples qu'ils paraissent absurdes, enfin non pas absurdes, mais qu'ils paraissent tellement évidents que ce n'est pas la peine de les mentionner. Mais la logique ne consiste pas à se demander si une vérité est utile ou pas, elle consiste à essayer de trouver des vérités qui soient logiques, c'est-à-dire où certaines distributions de valeurs de vérité sont impossibles. Voilà, donc là, les définitions, je viens de les donner. Juste une définition qu'on trouve chez Aristote. Donc, ce que je fais, c'est un commentaire de l'interprétation d'Aristote. Comme j'ai déjà dit, je vous conseille de lire ce texte, et puis d'autre part, le livre Gamma de la métaphysique aussi, qui aborde ces questions, mais du point de vue métaphysique, non plus du point de vue logique. Selon Aristote, deux propositions sont dites opposées si elles ne diffèrent que par leur qualité. Hein, donc, c'est l'opposition, ce que Aristote appelle antiphasis. Donc, il y a deux types de questions qu'on peut se poser à propos des propositions singulières. D'abord, si on prend le cas le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est celui, tout simplement, où nous avons plusieurs instances d'une même proposition singulière, c'est-à-dire Socrate est assis et Socrate est assis. Si je suppose que Socrate est assis est vrai, quel impact cela a sur la proposition Socrate est assis, sur la valeur de vérité de Socrate est assis? Est-il possible que Socrate est assis soit vrai et que Socrate est assis soit faux? Certains philosophes ont soutenu que c'était le cas, Héraclite par exemple. D'autres ont soutenu que c'était impossible, Parménide, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et donc, la première question qu'il faut se poser, c'est, pour enquêter sur ce cas qui est le plus simple possible qu'on puisse imaginer, le rapport entre deux occurrences d'une même proposition, il faut se demander si la vérité de cette proposition implique la vérité ou la fausseté de cette proposition, et si la fausseté de cette proposition implique la vérité ou la fausseté de cette proposition, ou dit autrement, si la vérité de cette proposition est incompatible avec la vérité ou la fausseté de cette proposition, ou si la fausseté de cette proposition est incompatible avec la vérité ou la fausseté de cette proposition. Voilà. Évidemment, bon, je vous donne la réponse, je ne peux pas me retenir de le faire. Évidemment, quand Socrate est assis, si Socrate est assis est vrai, alors il est impossible qu'il soit faux que Socrate est assis. Si il est faux que Socrate est assis, il est impossible qu'il ne soit pas faux que Socrate est assis. Donc, ce sont des évidences qu'on appelle, mais ce sont des évidences qui sont une loi logique qu'on appelle principe d'identité. Donc, on a déjà découvert notre première loi logique et on a déjà épuisé une première partie de notre enquête, c'est-à-dire celle qui porte sur la relation entre une proposition et elle-même, ou les valeurs de vérité, distribution de valeurs de vérité d'une proposition et d'elle-même. Maintenant, deuxième question, une proposition singulière, on a vu qu'elle était soit affirmative, soit négative, on peut se demander quels sont les rapports entre les valeurs de vérité d'une proposition considérée affirmativement et négativement. Donc ici, on n'a plus simplement deux cas, mais quatre cas. Donc soit on considère le cas où la proposition est vraie, soit on considère le cas où la proposition est fausse, d'une part, et d'autre part, on considère soit que on sait que c'est la proposition singulière affirmative qui est vraie, soit que c'est la proposition affirmative négative qui est vraie. Donc c'est le point A2. Et si on part de l'hypothèse que la proposition singulière est fausse, on peut se demander si ce qui se passe, si on part de l'hypothèse que c'est la proposition affirmative qui est fausse, et ce qui se passe si on part de l'hypothèse que c'est la proposition négative qui est fausse. Donc, je vous laisse répondre à ces questions. Je commenterai
les principes ensuite, et je vais vous présenter ensuite un document qui… alors, pardon. Une fois qu'on aura fait tout ça, que vous aurez répondu à toutes ces questions, bah, vous aurez examiné tout ce qu'on peut dire, toutes les relations logiques possibles entre propositions singulières. Donc, on aura déjà épuisé toute une partie de l'enquête logique. Deuxième, je crois qu'il faut que je partage autre chose, donc je vais mettre la vidéo sur pause si j'y arrive, ou je vais juste… je sais pas ce qui est… Non, je crois qu'il faut que j'arrête de partager l'écran. Il faut que je partage un autre document. Logique des propositions générales, voilà. Une fois qu'on a fait cette première enquête, il faut enquêter sur les propositions générales. Donc, là, je m'appuie sur le chapitre 6 de l'interprétation. Et oui, alors je ne peux pas en fait vraiment encore expliquer la question qui est écrite en haut. Ça sera dans la correction de l'exercice précédent que je pourrais le faire. Mais je peux déjà vous présenter les différentes questions que j'aimerais que vous posiez. Donc, je pense qu'il faut que vous preniez environ 1 heure pour traiter toutes ces questions-là, une demi-heure, 1 heure. Hein, ça dépend aussi de votre concentration. Essayez de vous concentrer au maximum. Hein. Ça demande un peu de concentration, donc il faut éteindre son téléphone, il faut essayer d'utiliser au maximum, je pense, la main il faut utiliser l'écriture hein, pour traiter ces questions-là, parce que c'est aussi ça aide à se concentrer, et puis c'est aussi un exercice d'écriture, en fait, de faire de la logique, parce que une partie très importante de la pratique logique, c'est une réflexion sur les modes d'écriture de nos pensées. Voilà, donc j'ai divisé l'enquête en 3 parties, puisqu'on a vu que les propositions générales pouvaient se distinguer par leur quantité ou leur qualité. On a 3 relations logiques à examiner. Celles où 2 propositions générales se distinguent seulement par leur quantité, celles où 2 propositions générales se distinguent seulement par leur qualité, et celles où des propositions générales se distinguent à la fois par leur qualité et leur quantité. Donc, pour les premières questions, j'ai écrit les 4 possibilités. Pour la seconde question, j'ai écrit les 8 possibilités. Par contre, pour la troisième question, je vous laisse écrire les différentes possibilités. Voilà, et de la même manière, on verra ensemble la semaine prochaine les différentes leçons qu'on peut tirer de cette enquête sur les possibilités ou pas que des valeurs de vérité soient compossibles. Voilà, je ferme la vidéo et puis je vous souhaite une bonne semaine et prenez un peu de temps pour essayer d'examiner ces différents cas. À bientôt.